Bonjour et bienvenue pour ce 84e épisode de Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors et leur évolution dans la ligue NBA pour la saison, en tout cas en ce qui concerne cette saison 2017-2018 qui vient de se terminer, et les Raptors ont donc remporté la conférence Est. En tout cas, ils ont terminé premier de la conférence Est à partir de samedi, et le match démarrera à 11h30 du soir, heure française, donc 23h30 heure française, samedi 14 avril 2018 contre les Washington Wizards. Et comme les Raptors sont premiers de la conférence, ils auront l'avantage d'être à domicile pour les deux premiers matchs. Donc le premier match se déroule samedi, comme je le disais, et le deuxième match se déroulera mardi soir. On sera donc le 17 avril 2018. Et ce premier tour qui a un gros air de revanche, puisqu'il y a 3 ans exactement, en 4 ans d'ailleurs, non, 3 ans, en 2015, lors de la deuxième apparition de ce groupe des Raptors, avec Dwayne Casey, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Jonas Valanciunas, je crois que c'est les seuls qui restent de l'équipe de cette époque. Washington avait battu les Raptors 4-0 dans le premier tour des playoffs, alors que je crois, si je me souviens bien, les Raptors devaient être 4e et Washington 5e, ou peut-être 3 et 6, quelque chose comme ça, mais Washington l'avait emporté très facilement contre les Raptors. Ça avait été un peu l'hécatombe, la bérésina, et ce qui avait provoqué des grands changements dans la mentalité des Raptors, à la fois pour Kyle Lowry, DeMar DeRozan, et puis tous les joueurs qu'il y avait. Masai Ujiri avait déjà changé pas mal le roster à ce moment-là. Ils avaient embauché DeMarre Carroll, et puis Corey Joseph, etc. Et l'année suivante, ils étaient allés bien sûr en finale de conférence contre Cleveland, qui avait gagné 4-2. Et voilà, donc on va parler tout de suite plus tard dans ce podcast de ce premier tour des Raptors. Je vais d'abord rappeler un petit peu, pour commencer, quel est le tableau des playoffs de la conférence Est. Alors nous avons le premier contre le 8, c'est-à-dire les Raptors contre les Wizards. Nous avons aussi donc dans le même tableau le 4 contre le 5 ensuite, donc les Cavaliers contre les Pacers, donc les Cleveland Cavaliers contre les Indiana Pacers, et donc les victorieux de ces deux premiers tours se rencontreront au deuxième tour. Ensuite, en bas de tableau, nous avons donc les Philadelphia Sixers, 3e de la conférence, contre les Miami Heat, 6e. Et en bas de tableau, nous avons les Celtics, les Boston Celtics contre les Milwaukee Bucks. Et donc les deux équipes victorieuses de ces premiers tours se rencontreront au deuxième tour, et ainsi de suite jusqu'à la finale de conférence. Voilà. Donc, je vous donne alors mes petites prédictions. Je pense, par exemple, on va démarrer par le bas de tableau, que les Bucks, les Milwaukee Bucks, ont une grande chance de battre Boston au premier tour. Milwaukee, qui est une équipe en demi-teinte cette saison, on en attendait beaucoup plus. Mais ils sont quand même dans les playoffs, ce qui est plutôt une bonne chose, après avoir viré leur coach Jason Kidd quasiment aux 2/3 à la moitié de la saison à peu près, un peu plus. Ils ont quand même réussi à atteindre les playoffs. Il y a un Giannis Antetokounmpo là qui était blessé, qui s'est fait une foulure à la cheville, qui est revenu, mais finalement qui n'a pas joué pour le dernier match, ou qui a joué très peu de temps. Donc ce sera une confrontation entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks qui risque d'être intéressante et qui risque de durer. Je pense que Boston aura du mal à remporter. Je pense que Milwaukee a toutes ses chances. Surtout s'ils arrivent à jouer au niveau auquel ils ont joué l'année dernière contre Toronto. Et l'avantage cette année, c'est qu'ils ont un meneur, Eric Bledsoe, qui a beaucoup plus d'expérience, et puis du coup ils ont une équipe un peu moins jeune que l'année dernière, un peu moins on va dire green, dans le sens verte, dans le sens inexpérimenté.
que l'année dernière contre les Raptors. Et je pense qu'ils vont en donner pour leur argent aux Boston Celtics. Enfin bon, à suivre. Le premier match de la série, je crois, est dimanche. Ensuite, donc, dans ce bas de tableau des playoffs de la conférence Est, nous avons la confrontation entre Philadelphie, 3e, contre Miami, 6e. Bon, Philadelphie qui a terminé la saison avec 16 victoires d'affilée, assez exceptionnelles, et qui ont atteint les 51 victoires cette saison. Je pense que même personne ne les attendait à un tel niveau. Ils ont franchement terminé la saison, surtout quand on pense que Joel Embiid ne jouait pas pour la majorité de ces 16 matchs, puisqu'il a été blessé par son partenaire Fultz. Bon, ils ont fait un boulot énorme, un Ben Simmons extraordinaire, et puis les vétérans Bellinelli, Riddick et Ilyasova qui ont fait un très bon boulot également, ainsi que Amir Johnson, l'ancien Raptors. Mais Miami, c'est une équipe dont il faut se méfier. On l'a vu hier dans le match contre les Raptors, qui malgré le fait qu'ils n'ont pas de star au sens fort du terme, au sens pignon sur rue, que tout le monde écoute, etc., c'est une équipe très bien coachée, avec une vraie culture de défense, une vraie culture du partage du ballon, une vraie culture du coup de l'équipe d'abord et le star justement ensuite. Ils ont dû tout modifier depuis le départ bien sûr de LeBron James et de et la blessure, le problème de santé de Chris Bosh. On pense quand même que Dwayne Wade est revenu à Miami cette saison après avoir été échangé par Cleveland. Et du coup, ça va être le vétéran vraiment de cette équipe, et je pense qu'ils vont avoir à cœur, et surtout contre une équipe de Philadelphia qui est quand même très jeune, beaucoup de joueurs très expérimentés. Ben Simmons, forcément, il est rookie, donc il n'est jamais allé au playoff. D'ailleurs, il n'est pas allé quand il était en NCAA, c'est-à-dire le championnat de collège, n'est pas allé non plus au playoff avec son équipe. Nous avons un Joel Embiid qui forcément n'est jamais allé au playoff et qui n'était pas non plus au collège en playoff, puisque je crois qu'il n'était pas éligible pour participer à sa saison de NCAA quand il était au collège, à l'université, pardon. Donc il y a quand même encore beaucoup de choses. Fultz aussi qui est très jeune, Holmes, le pilier, ou l'intérieur de Philadelphie qui est très jeune, Saric qui est très jeune même s'il est expérimenté en Europe. C'est toute une ambiance différente quand même les playoffs, on a beau en parler, l'expliquer, c'est une mentalité différente, et Miami a la mentalité playoff toute l'année, et je pense que ça peut créer la différence. On verra comment ça se passe, mais il y a de grandes chances que cette série soit très compliquée pour Philadelphie, et moi personnellement je donnerais l'avantage à Miami, et je dirais 55-45, 55 pour Miami, 45 pour Philadelphie. On verra bien, mais tout de même, je donne l'avantage à Miami. Le premier match de cette série aura lieu samedi, heure française. Il sera 2h du matin d'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, nous avons donc, on remonte dans le haut de tableau de ces playoffs, et donc, alors dans le haut de tableau du coup des Raptors, nous avons donc la confrontation entre le 4e, les Cleveland Cavaliers, contre le 5e, les Indiana Pacers. Bon, tout le monde sait, à Cleveland, il y a LeBron James. Mais je ne sous-estimerai pas Indiana, même si je dirais que à 75%, je pense que Cleveland va faire un 4-0 ou un 5-1 dans cette série et passer directement au second tour pour affronter les Raptors ou les Wizards. Donc une série qui va sans doute être la série d'ailleurs dont tout le monde parle. J'écoutais pas mal d'émissions aujourd'hui de radio qui parlent bien sûr des playoffs puisque ça va démarrer, et puis la fin de saison, etc. Où tout le monde dit c'est la seule série des playoffs où on sait qu'il y a une des deux équipes qui va l'emporter facilement, c'est-à-dire les Cleveland Cavaliers. C'est vraiment la série qui est à sens unique. Et Indiana peut surprendre.
parce que c'est une équipe défensive qui shoot beaucoup de paniers à 3 points, comme Cleveland, mais ils ont une meilleure défense que Cleveland. Le seule différence, c'est qu'ils n'ont absolument personne, à part peut-être Thaddeus Young, pour garder LeBron James, et donc ça va être compliqué pour eux. Ça va vraiment être compliqué quand tu n'as aucun joueur capable de garder LeBron James, à la différence, malgré tout ce que je peux entendre, des Raptors qui ont quand même un OG Anunoby qui est un très bon défenseur, un Pascal Siakam qui est un très bon défenseur, un Serge Ibaka qui est un très bon défenseur, où il y a quand même des chances, et on l'a vu, les matchs contre Cleveland avec les Raptors ne sont pas à sens unique. Les victoires de Cleveland ont été à l'arraché, tandis que Toronto, quand ils ont emporté la victoire, l'ont emporté par 30 et quelques points. Donc il y a vraiment un coup à jouer si les Raptors arrivent à passer le premier tour. Et bien sûr, ça me fait en venir au premier tour des Toronto Raptors, qui donc contre les Washington Wizards. Je le rappelle, le premier match aura lieu samedi à 23h30, enfin il démarrera à 23h30 le match heure française, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque ce n'est pas à 2h ou 3h du matin pour ce premier match, c'est cool. Ce n'est pas non plus pour une fois, parce que les 4 dernières années où Toronto était au playoff, ils étaient l'équipe qui démarrait donc ça faisait 1h de l'après-midi, heure de la côte est américaine, ce qui était vraiment des matchs très tôt. Et cette année, le premier match, en fait, il n'y en a même pas à 1h de l'après-midi. Le premier match, il est à 15h, enfin à 3h de l'après-midi de la côte est, et il oppose Golden State à San Antonio. Bref, revenons sur la série des Raptors. Cette série, pour moi, c'est la série piège. C'est la série que personnellement j'aurais préféré éviter. J'aurais préféré que Toronto évite les Washington Wizards, mais je crois que Washington a fait en sorte, lors des derniers matchs, de perdre certains matchs afin justement de tomber soit contre Toronto, soit contre Boston. Et je pense que c'est un peu le choix qu'ils ont fait, Washington, d'affronter une de ces deux équipes, car ils ont cette mentalité. Eux, c'est une des seules équipes que je connais dans la conférence Est qui est capable de passer en mode playoff tous les ans et de faire des perfs aux playoffs. De battre le numéro 1 Atlanta il y a 2 ans, de battre ou quasiment d'emmener Boston jusqu'au bout l'année dernière, en 7 matchs, etc. Vraiment une équipe de Washington qui a les moyens et qui a les atouts qu'il faut. Si on regarde un petit peu leur effectif, vous avez quand même un meneur, John Wall, qui est un des meilleurs meneurs de la ligue. Vous avez un des meilleurs arrières de la ligue avec Bradley Beal. Otto Porter Jr., l'ailier de Washington, qui est un très bon ailier, qui est capable défensivement de complètement arrêter un DeMar DeRozan. On l'a déjà vu, donc ça va être compliqué, même si DeRozan cette année c'est un peu défait de ce genre de joueur. Il l'a montré quand il a établi son record à 52 points contre Milwaukee. Il est capable en toutes occasions maintenant de marquer et surtout de passer le ballon pour faire en sorte que les autres marquent. Mais bon, Otto Porter Jr., c'est quand même un très bon shooter à 3 points. C'est un des meilleurs de la ligue à 3 points, surtout dans les coins. C'est aussi il est très grand, il a des très grands bras et donc c'est un bon défenseur. Au poste d'ailier, c'est vraiment un poste clé pour eux. Ils ont alors je ne sais plus, ça doit être Markieff Morris au poste de 4 qui est un très bon scoreur. Même s'il ne le montre pas tout le temps, il a vraiment, voilà, c'est pas le meilleur défenseur par contre, mais c'est un très bon scoreur. Et puis Marcin Gorta, c'est le vétéran de l'équipe, c'est vraiment le mec qui tient un peu cette équipe moralement et qui a les pieds sur terre. C'est un pilier qui connaît très bien Jonas Valanciunas et qui a toujours posé des problèmes à Jonas Valanciunas, alors que Jonas s'en sort contre la plupart des piliers de la ligue.
en règle générale, contre Marcin Gorta, il a un vrai souci. Donc Marcin Gorta, très bon pilier, vétéran, beaucoup d'expérience, beaucoup d'apparitions aux playoffs, quand il était à Orlando, quand il était à Phoenix et maintenant à Washington depuis quelques années. Donc voilà, leur 5 de départ qui est très complet, et qui a de l'expérience. Il n'y a pas de jeunes dans cette équipe, il n'y a pas de petits jeunes, il n'y a pas de rookies, il n'y a pas de première ou deuxième année de la ligue pour les Washington Wizards. Et puis, alors par contre, ça c'est le bas qui blesse pour Washington, c'est leur banc, puisque à part Kyle Oubre, ils n'ont pas vraiment de joueurs venus du banc qui sont capables de faire la différence justement à l'inverse des Toronto Raptors qui ont un banc très fourni. Et donc du coup Washington qui va être obligé de beaucoup jouer leur 5 de départ de nombreuses minutes, ce qui peut devenir lourd et surtout créer des soucis, je dirais, de vitesse sur le terrain, même si John Wall est un des joueurs les plus rapides, mais ceci dit, avec sa blessure au genou, son opération au genou juste avant le All-Star, il s'en est remis il y a vraiment pas longtemps qu'il est revenu sur les parquets. Ceci dit, donc ça peut être un point négatif pour John Wall. Et puis depuis le retour de John Wall, justement, Washington n'est pas synchro. Ils jouent plutôt mal. Ils ont perdu contre des équipes contre qui ils n'auraient pas dû perdre. Mais ce qui va être un avantage pour eux, c'est la récupération. C'est-à-dire que là, on est au playoff et il y a pas de back-to-back. C'est-à-dire on joue pas 2 jours d'affilée. Il va y avoir 2 ou 3 jours entre chaque match. Puisque si je regarde, par exemple, le premier match est samedi, le deuxième match est mardi, le troisième match pour les Raptors est vendredi, donc vous voyez, il y a 3 jours à chaque fois entre chaque match, et le quatrième match est dimanche, donc là il y aura que 2 jours. Mais il y a une énorme récupération et donc beaucoup de possibilités pour chaque équipe pour s'en remettre des petites blessures, des petits bobos. Donc peut-être que Washington va créer des problèmes. Il faut que Washington tourne le switch pour arriver justement à poser des problèmes à Toronto. Et on sait qu'il pose des problèmes à Toronto. On l'a vu cette année. Washington qui a battu par 2 fois Toronto à Toronto. C'est la seule équipe qui a été capable vraiment de défaire Toronto tout le temps sur ses terres. Et sur ses parquets, pardon. Et a posé un vrai souci à Toronto de ce côté-là. Ils ont tout de même, alors j'en parlais pas, mais Satoransky, le meneur remplaçant, celui qui a joué meneur à la place de John Wall pendant la blessure de John Wall, qui s'est révélé cette année, qui n'est pas le meilleur shooter, qui n'est pas le meilleur passeur, ni le meilleur défenseur, mais qui est capable d'amener une certaine énergie à cette équipe et surtout à poser l'équipe. Ça c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu un José Calderon dans ce point de vue-là, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de fautes de ballon, c'est-à-dire il ne crée pas de turnover par lui-même, il fait plutôt des bonnes passes, il a tendance à bien créer, à bien manipuler le jeu, surtout pour ouvrir par exemple pour Bradley Beal ou trouver un autoporteur sur les angles pour qu'il tire des 3 points ouverts, disponibles, enfin démarqués, et donc c'est plutôt un joueur, voilà, donc à mon avis on va voir beaucoup ces joueurs là et sans doute avec Ian Mahinmi pour remplacer Marcin Gorta pour les fautes, et on sait qu'Ian Mahinmi est un très bon pilier défenseur, en tout cas face aux grands joueurs adverses des Raptors. Alors je vais pas présenter l'équipe des Raptors parce que je pense que à force d'écouter mes podcasts, vous savez, je vais quand même rappeler le 5 de départ, c'est Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka, Jonas Valanciunas. Je suppose que ce sera aussi le 5 de départ pour les playoffs. On verra, je verrai ça samedi au début du match, hein, bien sûr, je le saurai pas avant. Cela dit, derrière le banc, c'est quand même Fred VanVleet, Delon Wright, Norman Powell, CJ Miles, c'est aussi Pascal Siakam, c'est aussi Jakob Poeltl, c'est aussi Lucas Noriega, s'il n'est pas blessé, puisqu'il a été blessé il y a quelque temps. C'est quand même des joueurs plutôt pas mal. Et puis on a encore je ne sais plus son prénom, Malcolm Miller,
et un McKinney venu du banc, qui sont deux arrières ailiers et même intérieurs qui peuvent faire des dégâts puisqu'ils sont plutôt des bons défenseurs, en tout cas un peu meilleurs que la moyenne, et en plus ce sont des bons shooters à 3 points. Donc ils viennent compléter l'effectif. Et d'ailleurs, dans l'effectif des Raptors, en tant que 15e joueur pour ces playoffs, nous avons Alfonso Brown, qui a rejoint l'équipe non plus en tant que contrat à deux sens, là vous savez, entre la G-League et la NBA, et j'en ai déjà parlé dans les podcasts, donc je reviens pas là-dessus, mais ça y est, il a été signé pour la fin de la saison. Et donc du coup il est le 15e homme de cet effectif des Toronto Raptors pour ces playoffs. Comme je le disais, cette équipe cette série va être compliquée. Ça va sans doute être une des séries les plus tendues que nous ayons dans la conférence Est et des plus regardées, puisque ces deux équipes qui se sont déjà affrontées au playoff il y a 3 ans, et comme je le disais, Washington l'avait emporté 4-0, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment annihilé les Raptors et annihilé leur espoir cette année-là. Et franchement, je pense que, bon, alors, il n'y a plus de Pierce cette année pour Washington. Il n'y a plus ce joueur qui faisait la différence et surtout qui avait donné cette mentalité de vainqueur à Washington cette année-là. Mais tout de même, il faudra quand même se méfier. Moi, je donne les Raptors à, je dirais, un 66% de chance de remporter cette série. Maintenant, bon, ça va vraiment, à mon sens, être compliqué. Je pense que ça va être une série très intéressante, mais très nerveuse, très stressante pour les fans des Raptors que je suis et que vous êtes du coup si vous m'écoutez. Il va vraiment falloir que l'on s'en sorte et que les Raptors jouent une défense qui soit vraiment la meilleure défense possible. C'est-à-dire genre la défense qu'ils ont jouée la semaine dernière contre Boston et Indiana. Ça, c'est le genre de défense que l'on veut voir les Raptors appliquer pendant ces playoffs. La meilleure défense possible, et ce top 5 défensif de la NBA qu'ils ont joué toute l'année, il faut vraiment qu'ils l'appliquent à fond, puisqu'on a vu hier soir contre Miami que ça n'a pas été le cas. Ils n'étaient pas défensivement assez impliqués, et il faut vraiment que le 5 de départ des Raptors donne le là, dise tout de suite: on applique cette défense, ce type de défense. Il faut que DeMar DeRozan tout de suite montre aux autres: ok, je suis là, je suis investi en défense, parce qu'on sait que c'est un défenseur négatif, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, il alloue trop de points aux adversaires, et lui qui va être opposé à un Bradley Beal, il va falloir qu'il prenne cette confrontation à cœur et qu'il aille chercher Bradley Beal le plus haut possible pour le forcer à shooter des tirs difficiles, ou alors le faire pénétrer et permettre à un Serge Ibaka de pouvoir soit le contrer, soit l'amener à prendre des tirs encore plus compliqués à l'intérieur. Ça va vraiment être la chose, moi, que j'ai envie de voir, c'est cette bataille entre Bradley Beal et DeMar DeRozan. J'ai envie de voir un DeMar DeRozan engagé en défense, et qui montre que c'était pas du pipeau cette année, qu'il a vraiment évolué, qu'il est devenu un joueur plus positif de ce point de vue-là, que quand il est concentré sur la défense, tout se passe mieux. Pareil, il faut que les Raptors continuent leur jeu de passes qu'ils ont joué toute la saison. Il faut voir au moins entre 25 et 35 passes de moyenne, enfin en moyenne c'est pas ça, mais entre 25 et 35 passes tous les matchs. Il ne faut pas qu'il y ait des matchs à moins. Il faut aussi que tous les shooters soient conscients que je shoot, je marque. Il faut qu'on ait un taux de réussite au tir qui soit élevé, et il ne faut pas manquer des tirs démarqués à tout bout de champ. Ça a trop été le cas dans la saison, malheureusement, donc j'ai un peu peur de ce point de vue-là. Mais il y a des bonnes chances. Je veux dire, cette équipe, c'est quand même offensivement et défensivement la seule équipe de la ligue qui soit top 5, ils sont top 3, ils sont numéro 3 en offense dans la ligue, et ils sont numéro 5, peut-être ils ont diminué à 6
Voilà, top 3, ils sont numéro 3 offensivement dans le classement, et ils sont top 5 ou 6, enfin pas top, mais numéro 5 ou 6 en défense dans la ligue, et il faut qu'ils prouvent qu'ils sont à ce niveau-là dans les playoffs, et que ce n'était pas, comme je le disais, du pipeau ou quelque chose qui n'a pas sa place dans les playoffs, ce qu'ils ont fait durant toute la saison. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff Podcast au pluriel, ainsi que sur Facebook la page intitulée Sport Kiff Podcast, sport au pluriel, podcast au pluriel également. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos interrogations, vos critiques, ce que vous voulez, sur le mail suivant, contact@mykif.fr, contact contact @mykif.fr. Alors je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me dire s'ils passent le premier tour, au deuxième tour ils vont affronter Cleveland, s'ils passent le deuxième tour ils affronteront machin au troisième tour. Non, je ne veux pas rentrer dans ce genre de prédictions un peu à la mort-moelle-neu et qui servent à rien, parce que de toute façon il faut y aller match par match. C'est ce que rappelle toujours le coach Dwayne Casey, mais il faut vraiment qu'on le prenne comme ça. C'est-à-dire que si on essaye de voir trop loin, c'est sûr, on va être déçu. Enfin, c'est sûr, non, mais on risque d'être beaucoup plus déçu et tomber de très haut si on se lance à croire au Père Noël. Donc, je vais en rester là pour les prévisions, ou tout du moins mes commentaires sur cette future première série des playoffs. Toronto contre Washington, c'est samedi soir, 23h30 heure française. Superbe match, deuxième match de la journée, puisque le premier ce sera les Spurs contre San Antonio, et j'en attends beaucoup aussi de cette série. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, puisqu'on sait que les Warriors ne sont pas en très grande forme en cette fin de saison. D'ailleurs, alors je disais je voulais pas me projeter, mais si à tout hasard les Raptors remportaient la conférence Est et que les Warriors remportaient la conférence Ouest, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Donc si les Raptors remportent la conférence Est et les Warriors remportaient la conférence Ouest, eh bien Toronto aurait l'avantage du terrain à domicile pour la série, puisque Toronto a fini avec une victoire de plus que les Warriors, ce qui n'est pas un fait anodin tout de même dans une saison comme celle-là. Puisque les Warriors, c'est la première fois depuis qu'ils ont remporté leur premier, d'ailleurs depuis que Steve Kerr est le coach des Warriors, que les Warriors ne font pas une saison à plus de 60 victoires. C'est même d'ailleurs un gros changement vis-à-vis de l'année dernière, parce que cette année ils sont à 58, l'année dernière ils étaient à 67 ou 68 victoires. C'était juste pour la petite anecdote, au cas où. Il n'y a que Houston dans toute la NBA et dans tous ses playoffs qui aurait l'avantage d'être à domicile pour les deux premiers matchs si jamais il y avait une opposition face aux Toronto Raptors à un moment donné dans ces playoffs, et à un moment donné c'est forcément au moment de la finale. Bref, comme je dis, je ne vais pas me projeter. En attendant, le premier match, je le rappelle, c'est samedi soir, 14 avril, 23h30 heure française. Le match se déroule à Toronto et ça va être une ambiance de folie. Pour ceux qui n'ont jamais regardé un match des Raptors, jamais suivi les Raptors, je vous en prie, allez voir les vidéos du public de Toronto qui sera en dehors de la salle. C'est magistral, c'est-à-dire qu'il y a toujours 5, 6, 10 000, 15 000 personnes autour de la salle à faire la fête et à regarder sur des écrans géants mis à disposition par l'organisation des Raptors pour que les gens puissent suivre à l'extérieur. Et bien sûr, il y a 20 000 personnes ou presque, ça doit être 19 800 quelque chose, je crois, le nombre de places dans une salle de NBA, enfin dans la salle des Raptors, donc qui s'appelle Air Canada Center.
Et donc, ça sera extraordinaire, une ambiance de folie. Je vous invite tous à suivre ce match. Sachez aussi que dans certains cinémas de France, en l'occurrence les méga CGR, vous pourrez suivre le match samedi soir dans les cinémas. Donc voilà, c'est pas pour faire de la pub du tout, c'est juste pour vous dire que pour ceux qui n'ont pas par exemple NBA League Pass ou Being Sport, vous pourrez regarder, vous pourrez aller suivre avec d'autres camarades fans de la NBA les matchs, certains matchs en tout cas, dans les cinémas méga CGR ou CGR, et d'ailleurs il y a peut-être d'autres cinémas qui le font, je ne sais pas, ou d'autres endroits, peut-être des cafés, des restaurants, des choses comme ça. En tout cas, je vous convie à ce qu'on se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche. Ciao les copains!